La première question que j'aurais pour vous deux concerne le projet. Comment est-ce que Luc s'est lancé, en tout cas, dans cette idée de créer ce film? Pourquoi cet endroit? À quel moment? Et surtout, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir cette constellation de personnages, à rencontrer tous ces gens, puisqu'on a plein de toutes petites scènes, de petits moments qui sont captés. Comment est-ce qu'il a fait ces rencontres? Est-ce que ça a été un très long process ou au contraire, c'est des personnalités bien connues sur la North Circular et ça a été assez évident? Et mon autre question, toujours dans cette jeunesse, c'est sur le choix du noir et blanc. L'origine du film, en fait, c'était vraiment au début du confinement à Dublin. Parce que Luke McManus, comme tous les Irlandais, il était confiné. Ses déplacements étaient confinés dans un radius de 2 kilomètres de chez lui. Donc, il est pris comme modèle pour les films. En fait, au début, en fait, il s'inspirait vraiment de ses déplacements locaux, surtout dans le Phoenix Park, le parc qu'on voit au début du film. Mais il s'est renseigné de l'histoire du quartier et tout ça. Il est pris comme modèle un grand film documentaire d'Agnès Varda des années 70, Daguerreotype, qu'elle a filmé dans sa propre rue Daguerre à Montparnasse. Et à l'époque, elle était une nouvelle maman, en fait, parce qu'avec un nouveau-né, elle était vraiment contrainte de ses déplacements. Donc, elle est filmée que dans les rues, elle est filmée les riverains, les commerçants et tout ça, et c'était un beau film. En fait, la longueur du film, la durée, c'est 82 minutes. Et apparemment, ça prend 82 minutes de balader de l'un bout de North Circular à l'autre. Mais il a fait ça aussi. Donc, il avait quelques projets avec des musiciens en tête. Donc, il a choisi l'option musicale. Et pour le noir et blanc, apparemment, c'était vraiment le caractère intemporel du noir et blanc. C'était vraiment pour aplatir tous dans la même esthétique. En fait, c'était la même chose. Il y a un grand film de John Boorman des années 90 sur The General. C'était un film avec Brendan Gleeson sur une figure de grand banditisme de Dublin. Mais il a choisi aussi les noirs et blancs et son choix était, il a dit, parce que c'est vraiment trop sauvage les couleurs à Dublin. When he first called me to be involved in this, I didn't really know him. Well, I didn't know him at all. And he told me he wanted to make maybe a documentary, maybe a film, but he wasn't really sure. And I was like, I don't know. and so when we first met and had a conversation, and this went on for like months and months, and I think from then it evolved from the original idea that he had into his head, and he'll tell you now, I had no idea what it was going to be at the end, or how it was going to. Sure, the cobblestone that you see in the film, when Luke started working on the film, that hadn't even been, the planning permission hadn't gone up for that, so that was safe, you know. During the process of making this film, the cobblestone starts to fall down, you know, not literally, but, you know, it's under threat. And by the end of the film, the people have it back for the time being. We still have it now, so
I think it kind of ebbed and flowed with what was going on in the city, you know. Just everything seemed to happen by chance with Kelly winning the gold medal. None of that could have been planned, you know. Imagine if she didn't make it to the Olympics, that would have been a different film, you know what I mean? So I think it was really beautiful and serendipitous the way it all came together. On voit beaucoup de lieux très difficiles. On voit l'hôpital, on voit l'asile, on parle aussi des laveries, donc, qui sont ces lieux religieux qui étaient où on envoyait en tout cas les femmes en internement forcé, qu'on voit notamment dans le film Maudlin Sisters. Est-ce que c'est déjà des lieux qui sont toujours en activité? La plupart des institutions qu'on voit dans les films, ils sont plus là. Ils sont historiques, comme l'asile de Grange Gorman. Et aussi, à la fin, c'était les laveries de Magdalene. Et en fait, c'était là où Gemma a fait visiter. Mais ils sont plus là, mais ils sont toujours vraiment dans le mémoire vivant. Donc, c'est assez récent. La Grange Gorman n'a fermé que, je ne sais plus, peut-être en 2005. Et d'autres institutions qui ne sont pas toujours là. Bon, effectivement, le président de Mountjoy, il est toujours là. Et c'est vraiment vivant. And the North Circular is so long that off it you have different streets. So there's different stereotypes that exist within certain parts. So where I'm from, the stereotype is, you know, drugs, crime, people are not educated, you know, people, you know, it's a scary place to go. I mean, look at me, you know. So I think these stereotypes exist in our brains. Also, there's the stereotypes of the Roma community that are from a part further up on the North Circular Road. Then you have the stereotypes of outside the prison. You also have the stereotypes of the posher people, that what we would have called them, who had money, who moved up from the country and were able to rent there. I think these the stereotypes exist out of fear, because even me, myself, as a stereotyped person, I would have stereotyped once for the posh people that were coming in, that were able to afford the places, for the Roman community that were coming in that we didn't know, that we were fearful of. It's just fear of further segregation, because as you see, the gentrification segregates us enough. So as soon as we see another group coming in that we're unfamiliar with, we get fearful and we think, oh, this now is the final nail in the coffin. This is the end of us. So we get fearful and we stick our feet to the ground and we think we're not moving and no one is getting in. And actually the people that we're stereotyping are probably the ones that we have the most in common with, you know. So yeah, they do still exist, but louder than that when you come to a place like the North Circular Road is the community spirit. And that really, it's interesting and funny to see the stereotypes, but that is really what people are so proud, you know, like when Kelly won the fight, when the Bows won the match, like you see the celebration. That's kind of... Je pense que la question de la communauté, elle est fondamentale, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le film. Elle passe par les combats, mais est-ce qu'elle passe aussi beaucoup par la musique? Parce que c'est une des beautés du documentaire, c'est qu'il est extrêmement musical. On voit toute une scène à Dublin, qu'on voit aussi dans les événements un peu sportifs. Il y a l'air d'avoir aussi beaucoup d'événements sportifs qui rallient un peu tout le monde. Est-ce que on peut être un peu quand même optimiste sur le fait que malgré tous ces changements, il y a quand même un esprit de communauté qui reste dans ces quartiers-là? Ce film est vraiment axé sur les musiques traditionnelles, mais en Irlande, les musiques traditionnelles n'est pas vraiment perçue comme un truc de vieux. C'est vraiment quelque chose qui se modernise à chaque 10 ans, chaque 20 ans. En fait, ça a commencé avec au début de l'ère de l'enregistrement, en fait, à New York, avec des musiciens émigrés qui ont fini à New York. Et puis après, ça a continué à évoluer dans les années 60, avec Planxty, The Chieftains, The Dubliners et d'autres groupes, et puis dans les années 80 avec The Pogues et d'autres groupes, et maintenant aussi à Dublin. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une tradition agglutinative. C'est quelque chose qui, avec chaque ère,
ça prend une différente nuance, une différente saveur, vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est vraiment à la différence de la musique traditionnelle, peut-être au Royaume-Uni. Je suis assez optimiste du fait des communautés musicales, mais en fait, bien sûr, comme a dit Gemma, c'est vraiment difficile pour beaucoup des artistes de survivre en Irlande parce qu'il y a beaucoup qui, bien qu'ils ont des carrières très réussies. Yeah, I think that there is a lot of positives to look to when we're looking at the idea of gentrification. I mean, I think in order to be fighting gentrification, you nearly have to stay on the negative side of it, right? Because that's what gives you the fight. When you think that everything that is you and that everything that you came from is being taken from you, you're going to fight harder. And as soon as someone says, oh, you're okay, chill, you know? But like, you know, we're a country like of like resilient people. We had to fight for our place many times. And in recent history, you know. So I don't think we go down without a fight. And if we don't get to hold our place in the North Inner City, it won't be for lack of fighting or trying. You know, so there is positives in that. And like Ollie was saying there with the music, with you know, like folk music is now coming from the younger generations, and it's because with the Cobblestone, you know, it really did the surge of popularity in traditional music amongst people that wouldn't normally listen to it. It came out of that because they felt like it was being taken from them, and straight away they went, nah, if you're taking it from me, I want it more. So you are seeing people respect their past generations more, respect where they came from, and respect the people around them, and trying to savor it. And I think that can only be a good thing. Qu'est-ce que ce documentaire, il nous dit en tout cas à l'heure actuelle sur la ville de Dublin et peut-être de manière plus générale sur l'identité irlandaise? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce film de questionnement ou d'état, en tout cas, de l'identité irlandaise et des problèmes actuels sur l'Irlande? L'Empire britannique s'était vraiment imbriqué dans les vies historiques des Dublinois. En fait, en Irlande, on aime parler de 800 ans d'oppression aux mains des Anglais, mais on n'était pas vraiment résistant pendant 18 ans, parce que c'est longtemps pour résister. Il y avait de longues périodes de paix, en fait, et aussi il y avait pour des classes ouvrières de Dublin, et aussi pour des paysans des provinces en Irlande. C'était l'armée britannique, c'était vraiment un choix. C'était la seule option vraiment pour rester dans les pays, parce que bon, il fallait faire le tour du monde au service du couronne, mais quand même c'était une option pour rentrer dans les pays après. Mais c'était pas perçu comme une trahison. D'aujourd'hui, c'est un peu facile, c'est un peu réducteur de le voir comme en compétition contre la couronne. Mais même aujourd'hui, il y a des paradoxes. Il y a beaucoup de républicains irlandais qui se détestaient les Anglais et les couronnes britanniques, mais chaque week-end, ils voient Liverpool, Manchester United ou Chelsea dans les championnats d'Angleterre. Donc, on n'est pas si autant anglophobe que ça.